On tire une balle de carabine dans une pièce en bois de 15 cm d'épaisseur. Alors, la balle entre dans la pièce avec une vitesse de 500 mètres par seconde. Et en sort avec une vitesse de 300 mètres par seconde. Donc, elle rentre avec 500 mètres, elle en sort avec une vitesse de 300 mètres par seconde. On demande de calculer la force supposée constante qui s'est exercée sur la balle dans la pièce en bois, ainsi que son échauffement, sachant que la masse de la balle est de 15 grammes. Alors je vais remettre ça d'aplomb, petit instant, avant de commencer quoi que ce soit. On tire une balle de carabine dans une pièce en bois. Cette pièce en bois a une épaisseur de 15 cm. La balle entre dans la pièce avec une vitesse de 500 mètres par seconde. Et en sort. Donc elle entre dans la pièce en bois avec une vitesse de 500 mètres. Alors ceci, je vais le descendre. La balle pénètre dans la pièce en bois avec une vitesse de 500 et en ressort avec une vitesse de 300 mètres par seconde. On demande de calculer la force supposée constante qui s'est exercée, je m'excuse, sur la balle dans la pièce en bois, ainsi que son échauffement. Échauffement, bien sûr, de la balle. Alors, je vais supposer ici que la balle, c'est une balle en plomb. On va considérer ici c'est une balle de carabine en plomb. Voilà, ici j'ai un petit peu de tout pour pouvoir faire le traitement. Donc la balle entre avec une certaine vitesse. Elle en ressort avec une autre vitesse. Bon, plus petite. On tire une balle de carbone. Oui, c'est une balle de carbone. Je l'avais lu en plus auparavant. Là, c'est une balle de carbone. Donc c'est une balle, c'est bien une balle de carbone. Donc je considère bien une balle en plomb. C'est une balle de carbone en plomb. Voilà, on considère une balle en plomb. Voilà, dans une pièce en bois de 15 cm d'épaisseur. Voilà, c'est une chose. La balle entre dans la pièce avec une vitesse de 500 mètres par seconde. Et on ressort avec une vitesse de 300 mètres par seconde. Calculer la force supposée constante qui s'est exercée. On cherche la force qui s'est exercée sur la balle dans la pièce en bois. Donc, c'est-à-dire que pour taper une balle, pour faire pénétrer une balle dans une pièce qui est ici en bois, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut animer à la force, à la balle une certaine force. Il faut animer à la balle une certaine force. Et c'est ce qu'on demande ici, c'est quelle est la force qui a été animée par la balle pour qu'elle pénètre à une certaine vitesse et qu'elle en ressorte à une certaine vitesse dans une pièce en bois. Alors, la notion de bois ici, on s'en fout. Parce que tout ce qu'on considère, qu'on sait, tout ce qu'on sait, c'est que c'est les vitesses. Peu importe que c'est du bois ou peu importe, ça n'a pas d'importance. On a une vitesse entrante et une vitesse sortante. Donc, le problème va se résumer comme suit. Je vais dessiner un bout de bois. Voilà.
Voilà, ce bout de bois, on va le mettre comme ceci. Alors, on va mettre une balle, un projectile, hein, balle en plomb. Bon, je vais essayer de faire une petite balle. Voilà, enfin, une balle, c'est un peu plus pointu pour la pénétration. Donc ici, je devrais mettre quelque chose un peu plus pointu. Bon, je vais le faire à main levée. Bon. Bon, ça, c'est la balle. Est-ce que c'est la balle? Balle de carbone en plomb. C'est mon système. Alors, PB, c'est le symbole chimique du plomb. Voilà, balle de carbone en plomb. Alors, bon, il y a l'état 1 et l'état 2. Il y a l'état avant pénétration et l'état après pénétration. On a ceci. Alors, on va dire ça comme ça. Alors, l'état 2, ça c'est l'état 1, situation 1, situation 2. Donc, le bois. Voici. Oui. Bon, j'ai fait une petite bêtise. Je vais rattraper ça. Voilà. Voilà. Donc, il y a avant et un après. On a la avant, avant pénétration, situation 1. Donc, c'est avant la pénétration. Voilà. Et on a une situation 2. L'après. J'ai abrégé avant. Voilà, c'est juste ça. J'ai mis AVT pour avant. Après. Voilà. Alors, les vitesses. Alors, bon, ça, bien sûr, ça, c'est le morceau en bois. Voilà, que voici. Comme ça, on a tout. Alors, maintenant, on va mettre un peu plus de données. Elle rentre dans la pièce à 500 mètres, elle sort avec une paire de vitesses.
Donc la vitesse avant, V1, égale 500 mètres par seconde. Bien sûr, ça c'est en module. Hein. V2 égale 300, je crois. 300 mètres par seconde. Là, on ressort avec 300. Voilà. Calculer la force supposée constante qui s'est exercée sur la balle dans la pièce en bois. Donc, ça veut dire que on va se dire qu'il y a une force qui a été appliquée à la balle pour pouvoir faire son travail de pénétration dans le bois et d'entrer avec une certaine vitesse et de sortir avec une certaine vitesse. On a une force. Voilà, elle est supposée constante, il faut la rechercher. Alors, la balle en bois, ainsi que l'échauffement, sachant que la masse de la balle. Oui, on sait qu'on tire d'une balle de carbone dans une pièce en bois de 15 cm. On sait bien qu'il y a une épaisseur de 15 cm ici. Bon, là vous aurez compris que le tir, la direction, elle est souvent, elle est rectiligne. Hein. La direction du tir est rectiligne. Voilà. Ce qui veut dire que je veux passer un repère 1D comme ceci, avec une origine quelque part, I, X, et c'est un repère 1D. Toutes les forces, enfin, toutes les vecteurs sont vecteurs vitesse. Bon, on a la vitesse V1. Normalement, on a un vecteur. Ça, c'est le module de la vitesse. Mais on a une vitesse V1 qui est comme ceci, une vitesse V2 qui est comme ceci. Tout est parallèle à la direction, que ce soit les forces ou les vitesses ou les accélérations, peu importe. Et même les quantités de mouvement, tout est parallèle à la direction qui est la trajectoire. Et la trajectoire, j'ai pris un repère qui, un D qui est en parallèle, en adéquation avec la trajectoire. Et donc, on a deux situations. Un et deux. Avant et l'après. L'avant a une vitesse beaucoup plus grande que l'après, c'est normal parce qu'il y a une perte d'énergie cinétique. Alors pourquoi il y a une perte d'énergie cinétique? Pourquoi il n'y a pas de conservation, mais il y a une variation? Alors, de deux choses l'une. De deux choses l'une. Soit on a une conservation, de l'énergie cinétique dans le cas d'un choc élastique. Conservation de l'énergie cinétique et conservation de la quantité de mouvement dans un socle central élastique, parfaitement élastique. Conservation de la quantité de mouvement. Alors qu'est-ce que ça veut dire que conservation? Conservation, ça veut dire que on a une constante. Pourquoi c'est constant? Parce que la somme des forces extérieures est égale à 0. Voilà, on a une conservation de la quantité de mouvement qui est constante parce que pourquoi? Même pour l'énergie cinétique, parce que le choc est parfaitement élastique, on n'a pas de perte d'énergie cinétique. Là, tout est constant. On a une conservation complète dans le choc central et là, parfaitement élastique. Alors, somme des forces extérieures égale 0, ça veut dire qu'en absence de force, en système isolé, ça c'est un système isolé, eh bien on a conservation de la quantité de mouvement. Alors, ça veut dire que la quantité de mouvement est constante. Elle est constante. Maintenant, si la somme des forces extérieures est différente de 0, on n'est plus dans un système isolé. Voilà, et ça change tout parce que on a la quantité de mouvement qui est variable. On a une quantité de mouvement variable. Alors ici, je peux vous dire que
bon, soit elle est constante, la quantité de mouvement, soit elle est variable. Hein. Bon, il y a deux cas de figure. Alors en système isolé, la quantité de mouvement, elle est constante. Si le système n'est pas isolé, somme des forces extérieures différentes de 0, on a la quantité de mouvement qui est variable. Ça, c'est une chose. Ici, on a une force. Vous voyez bien qu'il y a une force au niveau de la carabine. Il y a une force qui est appliquée. Donc, somme des forces extérieures différentes de 0. Voilà, le système n'est pas isolé. Ça, c'est une chose. Et la seconde, c'est qu'on a un choc qui n'est pas élastique. Donc, on va voir ici, on aura une pénétration. On aura une pénétration avec de la perte d'énergie cinétique. La perte d'énergie cinétique. Donc, il faut que je mesure cette perte d'énergie cinétique. Et bien sûr, ayant cette perte d'énergie cinétique, je vais faire un... Ici, on a une énergie cinétique avant, une énergie cinétique avant et une énergie cinétique après. Alors, la variation d'énergie cinétique va être égale au travail de la force qui va permettre, voilà, de la pénétration, voilà, pour aller, si vous voulez, de A en B. Et le travail, c'est le travail, la variation d'énergie cinétique va provoquer le travail pour aller du point A au point B. Or, on sait bien qu'il y a 15 cm, et le travail, bien sûr, c'est une force qui est la force qu'on recherche fois le déplacement donné. Et donc, la variation d'énergie cinétique sera égale à ça. Alors, la masse du projectile, on la connaît puisque c'est 15 grammes. Voilà, ainsi que son échauffement. Et puis, on va chercher l'échauffement après. On va faire de la calorimétrie par après. Mais tout d'abord, on va rechercher la force avant de faire de la calorimétrie. Et donc, on a 15 grammes. La balle fait 15 grammes. Mais 15 grammes avant et 15 grammes après. La masse n'a pas changé. La masse est toujours de 15 grammes. On suppose qu'il n'y a pas de matière qui s'est enlevée. On suppose. Eh bien, rien qu'avec ça, on peut trouver la force. Avec ce qui a été dit, on a l'énergie cinétique. L'énergie cinétique avant égale 1 demi m. Alors la vitesse mv carré 1, c'est avant, le 1 c'est avant, et l'énergie cinétique après est égale à 1 demi m v2 carré. Alors v1 c'est avant et v2 c'est après. Voilà. Alors le delta énergie cinétique est égal à énergie cinétique avant moins énergie cinétique après, donc il y a une perte d'énergie cinétique parce que le choc n'est pas élastique, il y a une pénétration. Voilà. Est égal à quoi? 1 demi m. Oui, c'est plutôt la variation, c'est l'avant moins l'après, oui, l'avant moins l'après. Donc l'avant c'est 1 demi mv1 carré moins 1 demi mv2 carré. On aura une perte d'énergie cinétique parce que si je mets en évidence, on a v1 carré moins v2 carré. Alors je rappelle qu'avant, la vitesse est beaucoup plus grande qu'à celle d'après. Donc on aura bien une énergie cinétique qui est... Voilà. Et le travail, ça vaut le travail. Travail des forces appliquées pour pénétrer, pour aller de A à B. Le travail de la force pour aller de A à B est égal à force recherchée fois la distance de pénétration, voilà, donc qu'on connaît. Donc maintenant je vais faire mes calculs. Alors, ici, on a 1 demi m v1 carré moins v2 carré qui est égal à la force fois le déplacement. Alors, le droit de déplacement c'est 15 cm. Alors 15 cm c'est donc il y a centimètres, décimètres, mètres. Donc c'est 0,15 mètres. Donc il faut mettre en mètres. Hein. Sinon, je travaille système MKSA. Fois D. Donc on aura F est égal à 2D sur M V1 carré moins V2 carré. Voilà que vaut cette force. Avec laquelle on va tirer. Alors je vais calculer ça. Donc on a
2 fois 0,15 sur la, la, la masse, c'est 15 grammes aussi, hein. C'est une masse de 15 grammes, voilà. Alors 15 grammes, donc je rappelle ce que c'est 0,015 kg. Alors, fois l'écart de vitesse, c'est 500 mètres par seconde au carré, moins 300 au carré. Voilà, on peut calculer cette force, que vaut cette force. Donc 2 fois 0,15 divisé par 0,015 divisé par 500 au carré moins 300 au carré, ferme parenthèse. J'ai une toute petite force de raie de tout, mais bon, si je me demande si je me suis pas trompé, parce que j'ai quelque chose de très très petit. 1 demi, alors 2f fois, je divise bien par, ok. Alors, je vais calculer 0,15 fois, enfin 0,15. Ah, ça fait 15 cm, c'est bien 0,15 mètres. Bon, je vais essayer de calculer ici combien ça fait. Un demi mv1 carré moins mv2 carré. Donc c'est 0,5 fois la masse 0,015 kg. Voilà, fois le carré 500 au carré moins 300 au carré. Voilà, 1200. Là, j'ai 1200 joules. Voilà, c'est mieux de calculer comme ceci parce que voilà. Ceci fait 1200 joules. Voilà, j'ai calculé la partie gauche. On sait bien que ça fait 1200 joules. Voilà. Alors, maintenant, je vais diviser par le D. Et le D, c'est la distance, c'est 15 cm. Donc, ce qui fait 0,15 mètres. Donc, maintenant, pour trouver cette force, c'est égal à 1200 divisé par 0,15 mètres. Ah, ça fait 8000. Voilà, je préfère cette réponse-là que celle de tantôt. 8000 newtons. Voilà, ce qui fait 800 kg force. Voilà. Alors, comment ça se fait que je ne trouvais pas la même réponse tout à l'heure? F fois D. Ah ouais, je vois que j'ai fait une petite erreur. Alors, F, le D, il va se retrouver au dénominateur. C'est ça qu'il y a. Donc, oui, non, c'est vraiment pas bon ce que j'ai mis là. J'ai fait une mauvaise... C'est vraiment pas bon. C'est pour ça que je ne trouvais pas la réponse. Que j'avais une petite réponse de rien du tout. Ça m'étonnerait que ça m'étonnait vraiment que ça la réponse. Mais c'est 1 demi M V1 carré moins V2 carré. Le tout sur D. Voilà, c'est ce qu'il fallait faire. Et ça, je l'ai fait. Donc le F, il vaut 8000 newtons. Donc la balle de carbone, bon, a été tirée avec 8000 newtons. Maintenant, on demande de calculer l'échauffement. Alors ça, c'est de la calorimétrie.
c'est de la calorimétrie. Alors, combien de joules qu'on a fait? On a fait, le travail vaut 1200 joules. Le travail, pour aller de A à B, fourni, est de 1200 joules. Donc, il y aurait un échauffement ici. Hein. C'est un échauffement. Voilà. Donc, on sait bien que on a un travail pour aller de A à B égal à 1200 joules. Bon, de deux choses l'une. Je peux travailler soit en calories ou soit en joules. Alors, si vous travaillez en calories, il faut remettre celui-ci en calories. Le travail en calories de ceci, ben, il faut diviser par 4,18. Voilà, et là, vous l'aurez en calories. Donc là, ça équivaut à, petit instant, 1200 divisé par 4,18, 287,08, 13, 397. Je vais prendre 287,08. 287,08. Environ 287,08 calories. Voilà. Maintenant, il faut aller chercher la chaleur massique. La chaleur, il me faut la chaleur massique du plomb, parce que c'est une balle en plomb. Voilà, c'est une balle en plomb. Et donc, je vais aller chercher la chaleur massique sur Internet pour pouvoir trouver, voilà, sachant qu'on sait qu'on a 15 grammes, hein, parce que c'est une chaleur massique. Il me faut la masse. La balle, elle fait 15 grammes. Alors bon, c'est pas toute la cartouche. Bien sûr, il faut retirer ceci. Voilà, c'est pas une cartouche complète, hein, c'est juste la balle qui a été tirée. Donc la balle, c'est quelque chose comme ceci. Hein, en gros, bon, j'ai pas mal dessiné, mais enfin, CTRL-C. Voilà. Ceci. Donc ceci fait, c'est en plomb et ça vaut 15 grammes. Et il faut chercher la chaleur massique, parce que la chaleur massique dépend du corps. Une substance à l'autre, le corps ne s'échauffe pas, n'échange pas de l'énergie de la même manière, soit en absorption ou soit en refoulement d'énergie calorifique. Bon, elles ne font pas les mêmes choses d'un corps à l'autre. Et chacun a sa spécificité. Un corps a sa spécificité et a sa chaleur massique. Alors, je vais aller voir dans les tables sur Internet. Voilà, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la chaleur massique? La chaleur massique ou capacité thermique massique d'une substance désignée par la lettre petit c, hein, petit c, voilà, est une propriété caractéristique, donc propre, si vous voulez, caractéristique, c'est propre au matériau. Hein. Elle donne la capacité précise de cette substance, bon, quand il dit cette substance, à ce matériau, d'absorber ou de dégager. Parce que bon, la chaleur peut soit être absorbée par un matériau ou soit être refoulée du matériau, c'est-à-dire dégagée du matériau. Voilà, donc cette substance peut absorber de la chaleur, mais pas en n'importe quelle quantité, parce que justement c'est ça le but de la chaleur massique, d'expliquer la chaleur massique, de la capacité thermique massique. C'est que bon, d'un matériau à l'autre, elle a une capacité maximale. C'est comme un condensateur. Vous mettez voilà, son maximum de tension. Pour ce condensateur-là, si vous le dépassez, vous allez le brûler ou le détériorer. Donc, la capacité, voilà, a ses limites. Et pour chaque matériau, chacun a sa limite d'absorption de chaleur pour 1 gramme. Pour 1 gramme. Combien de joules pour 1 gramme? Voilà, combien de joules qu'on peut, si on fait bien sûr une élévation de température d'1 degré, combien de joules il peut, par exemple, absorber ou refouler. Voilà, et donc c'est ça, c'est la capacité de ces substances à absorber. Capacité, ça veut dire, bon, comme son nom l'indique, pourquoi capacité? Parce que bon, elle est capable voilà, d'absorber ou de dégager de la chaleur, voilà, qui est, je veux dire, propre au matériau.
Donc elle a une valeur bien précise, c'est ça que je veux dire. Alors elle est déterminée par la quantité d'énergie apportée pour élever d'un degré la température de l'unité de masse. L'unité de masse, c'est le kilo. Normalement, c'est en kilos qu'on parle, mais on peut ramener en grammes. C'est pas un problème. Mais il faut refaire les calculs voilà, qui vont avec. Alors, d'un degré de la température de l'unité de masse d'une substance. En d'autres mots, la capacité thermique massique est la quantité de chaleur qu'un gramme d'une substance doit absorber pour que sa température s'élève d'un degré Celsius. Voilà. Il peut s'agir aussi de la quantité de chaleur qu'un gramme de cette substance doit perdre. Pourquoi perdre ou gagner? Parce que c'est soit absorber de l'énergie ou soit dégager de la chaleur. Soit absorber de la chaleur ou dégager de la chaleur. Il peut faire dans les deux sens. Voilà, voilà, un échange énergétique peut se faire dans l'absorption ou dans le dégagement de chaleur. Donc c'est pour ça qu'ici, il faut redéfinir de deux cas de figure. Soit la capacité thermique massique la quantité de chaleur qu'un gramme de substance doit absorber, voilà, ça c'est en absorption, pour que sa température s'élève d'un degré Celsius. Ou autrement, on peut dire autrement, il peut s'agir aussi de la quantité de chaleur qu'un gramme de cette substance doit perdre pour que sa température baisse d'un degré Celsius. Donc vous voyez bien que c'est soit en absorption, soit en dégagement de chaleur. Et donc il faut redéfinir les choses en fonction de l'absorption ou le dégagement de chaleur. Voilà, et les définitions sont là. Bon, maintenant, sachant cela, je vais chercher celle du plomb, voilà, la chaleur massique du plomb, voilà, c'est 0,129. Et alors là, il est donné en joules par gramme par degré. Attention, la capacité thermique massique est donnée en joules par gramme et par degré. Donc je vais noter 0,129. Voilà, donc c'est 129 le C du plomb, 0,129 joules par gramme par degré Celsius. Donc c'est ça, c'est sa capacité. C'est le plomb, c'est comme ça. Le plomb, c'est comme ça. Voilà, il peut, pour une masse, voilà, de 1 gramme, suivant la définition qui était donnée, pour une masse d'1 gramme, voilà. Ici, c'est la quantité de chaleur 0,29, 129, c'est la quantité de chaleur qu'un gramme de la substance plomb doit absorber pour que sa température s'élève. Mais ça, c'est la définition je veux dire, en absorption. Maintenant, en dégagement, il peut s'agir aussi de la quantité 0,129, c'est la quantité de chaleur qu'un gramme de cette substance qui est le plomb ici doit perdre pour que sa température baisse d'un degré Celsius. Donc vous voyez que ce soit en dégagement ou en absorption de chaleur, ces définitions. Alors pour le plomb, c'est une donnée qui est voilà, constante. C'est la capacité du plomb, la capacité massique du plomb, c'est ça. Bon, mais là, elle est donnée en joules. Alors, je vous ai dit, vous pouvez travailler soit en joules ou en calories. En calories. Alors, si je... ici, la capacité du plomb, là, si je le mets en calories, alors... Voilà, c'est 0,03. Alors, comment j'ai trouvé ça? Je fais divisé par 4,18. En gros, hein, bon, 0,29 divisé par 4,18. Voilà, et là, je l'ai en calories par gramme et par degré Celsius. Voilà. Bon, quand je dis 0,003, c'est 0,0308 61 244 que je vais considérer 0,03. Voilà. Et donc, comme ça, on l'a si vous voulez travailler en calories ou en joules, c'est pas un problème. Vous les avez tous les deux. Voilà. Et ça, c'est pour... bon, donc là, ça fait... Bien sûr, je dois reconvertir, refaire le calcul, et je l'ai trouvé. Ça fait environ 0,03 calories par gramme et par degré Celsius. Voilà. Et donc, à partir de là, ben, on peut trouver... Voilà... j'ai le nombre de calories. Là, on a 15 grammes, hein, parce que c'est le plomb, il fait 15 grammes. Donc, si je travaille en calories,
ben, je vais faire 287,08 divisé par 0,03. Voilà. Et puis, ça, ce sera pour 1 gramme. Voilà, ce sera pour 1 gramme. Et puis, il faut faire x15 pour avoir pour 15 grammes. Donc, 287,08 divisé par 0,03. Voilà. Ce qui fait 9569,3333 degrés. Alors 9569,333 degrés Celsius par gramme. Alors, ici, pour 15 grammes, je vais diviser par 15. Donc combien de degrés ça va monter? 9569,333 degrés Celsius. Alors je disais par 15 grammes, 639,95. 637 degrés Celsius pour 15 grammes. 637,95555. Voilà, pour 15 grammes. Ça c'est pour 15 grammes. Alors ça c'est pour la capacité pour 1 gramme. Et là, pour 15 grammes, on aura une capacité beaucoup plus petite. Bon, j'aurais pu le travailler en joules. Mais ici, je l'ai travaillé en calories. C'est pas un problème. Donc 287 la calorie. Alors, je vais regarder. Là, on a des calories. Ça, c'est en calories. Là, 0,03, c'est calories par gramme et par degré Celsius. Donc, là, je me suis trompé. C'est grammes, degré Celsius fois des grammes. Voilà, et je divise par, voilà, par 15 pour avoir des degrés Celsius. Voilà. Et donc vous avez bien 637,11. J'aurais pu travailler en joules. Hein. J'ai travaillé en calories. Voilà, bon, c'est pas un problème. Alors, à la place en joules, à la place de mettre 287,08, vous mettez 1200. Hein. Voilà, 1200. Et à la place de 0,03, vous mettez 0,129. Et les calculs seront les mêmes. Simplement, après, il faudra diviser par 15 pour avoir voilà, le nombre de degrés Celsius pour 15 grammes. Alors, c'est tiré de la formule Q est égal à MC delta T. Voilà, Q est égal à MC delta T. Voilà, je vous remercie.